Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui tout de suite prendre la suite du cours de la semaine dernière pour gagner un peu de temps. Contrairement à mon habitude, je ne vais pas récapituler ce qu'on a vu lors de la séance précédente. Juste un tout petit mot aussi pour l'enregistrement. Pour une raison que j'ignore, l'enregistrement vidéo n'a pas fonctionné la dernière fois, donc c'est pour cette raison que vous avez eu séparément un enregistrement audio et puis les diapositives par ailleurs. Donc la dernière fois, on s'est arrêté dans la troisième partie sur l'image de la sémantique avec une introduction au sujet de Bréal, hein, le précurseur, si on veut, de la sémantique. Mais enfin, cette notion de précurseur est assez contestable finalement. Ce n'est pas vraiment un précurseur au sens où, au fond, c'est un précurseur simplement au sens où il a inventé le terme sémantique qui a été repris ensuite comme une espèce d'idée d'étude du sens. Et vous voyez que là, la question de l'hétérogénéité de la sémantique n'est pas tellement posée. Hein. On a simplement une sémantique comme étude du sens. On a vu que chez Bréal, la conception de la sémantique qu'il développait ne correspond pas d'une manière très très précise à ce que nous faisons aujourd'hui en sémantique. Et c'est pour cette raison que pour aller un peu plus loin, il peut être intéressant de consulter des manuels. Hein. L'idée étant que dans la première partie de ce cours, j'ai donc essayé de vous montrer que la notion de sens est extrêmement, au fond, variable. Si on essaie de comprendre le sens à partir de la notion de compréhension, et donc de se dire le sens caractérise un peu la façon de comprendre quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Et si j'utilise si je mobilise des procédés différents pour comprendre telle chose ou pour comprendre telle chose, ce n'est pas le même type de compréhension qui joue, donc ça n'est pas la même nature de sens. Hein. Donc on peut essayer de regarder un petit peu dans différents manuels si cette idée est présente. Vous allez voir qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Et que donc cette question de l'hétérogénéité de la sémantique n'est pas tellement posée dans la plupart des manuels, où on va plutôt mettre en valeur, mais plutôt que mettre en valeur d'ailleurs présupposer quelque chose comme une sorte d'évidence, hein, qu'il y a en linguistique un domaine qui est l'étude du sens, sans qu'on se pose tellement la question de cette hétérogénéité que j'ai essayé de mettre en évidence. Bon, la notion de précurseur au sujet de Bréal est contestable, comme très souvent la figure de précurseur, si vous voulez. Quand on parle de précurseur, on fait une espèce d'erreur historique en considérant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et puis en s'imaginant que les chercheurs qui ont travaillé sur des choses analogues antérieurement, des siècles auparavant, eh bien, ont anticipé ce que nous faisons aujourd'hui, mais pas du tout en réalité. En réalité, eux avaient leur propre horizon de rétrospection, comme on dit un peu techniquement, c'est-à-dire ils avaient les connaissances de leur époque, l'horizon de leur époque comme point de repère, et au fond, le point de repère de Bréal, c'était surtout de caractériser la sémantique par rapport à la phonétique et à la phonologie, et dire, ben voilà, on a une science des sons, mais au fond, ce n'est pas une science très intelligente, c'est une science très mécanique. On voudrait une science un peu équivalente, mais qui touche à la volonté des sujets parlants, donc ce serait la sémantique. Hein. Donc vous voyez, c'est ça son horizon. Ce n'est pas forcément de faire une étude scientifique du sens, comme on le dirait peut-être un peu aujourd'hui. Alors, un premier manuel, alors je vais être très partiel évidemment, hein, on ne peut pas tout dire, ça prendrait tellement de temps d'analyser chaque manuel, mais je vais vous les présenter les uns après les autres pour des raisons différentes. Alors celui-ci, la sémantique de Vincent Niquès, je le présente parce que il me permet de faire un lien avec un cours antérieur. Il a une grande originalité, c'est de commencer très vite, tout de suite après, si vous voulez, les questions très générales de objet de la sémantique, une brève histoire de la sémantique,
eh bien de commencer par les onomatopées, le symbolisme phonétique, c'est-à-dire le sens à l'intérieur des sons. Et ça, c'est vraiment, vous vous souvenez, on en a parlé à partir j'ai introduit cette notion de symbolisme phonétique, et c'est le seul manuel, à ma connaissance, qui ait eu l'idée de donner une certaine importance à cette perspective. Et d'ailleurs, c'est assez bref, hein, mais ça apparaît au tout début du livre, et ça, c'est vraiment une originalité. Bon, il y aurait d'autres choses intéressantes à dire sur ce manuel, mais je passe. En tout cas, c'est un manuel relativement récent, hein, parce qu'au fond, vous allez voir les manuels de sémantique, à part celui-là, qui est de 2022, qui est un peu le dernier paru, les autres sont anciens et sont réédités régulièrement, parce qu'au fond, ils donnent à peu près satisfaction à tout le monde. Et tout au moins, je suppose, aux étudiants, puisque si les éditeurs ne les changent pas, c'est qu'ils se vendent. Et que, voilà. Alors, le manuel le plus récent, alors celui-ci, je le signale en particulier parce que donc, il est très récent, il a pour titre « La sémantique au pluriel ». Alors, vous voyez, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, tiens, voilà, ils prennent en considération la sémantique au pluriel, c'est-à-dire les différentes sortes de sémantique en fonction des paliers d'analyse. Hein. Mais ça n'est pas le cas. En réalité, cette sémantique au pluriel, elle vise à rendre compte de la diversité des approches sémantiques contemporaines en France en particulier. Alors, on peut lire ensemble, si vous voulez, cette citation extraite du début du livre. La sémantique au pluriel passe en revue les principales théories et méthodes en sémantique linguistique, plus particulièrement dans l'espace francophone. Chaque contribution, rédigée par un chercheur ou une chercheuse reconnue dans le domaine, expose les postulats et principes de l'approche présentée, explicite la méthodologie adoptée, définit les concepts mis en œuvre et donne des exemples d'analyse devant permettre de comprendre la démarche et son caractère opératoire dans les études empiriques. Il s'agit aussi d'en signaler les limites et d'esquisser des perspectives d'évolution. L'ensemble offre, et c'est ça qui est intéressant pour nous, une vue générale et synthétique de la sémantique, alors attention, de la sémantique en France, hein, dans sa pluralité, et constitue un ouvrage de référence par la confrontation des positions, des propositions examinées. Il entend par ailleurs participer par une connaissance élargie à une réflexion fondamentale sur les questions de la signification et du sens. Bon. Donc, c'est effectivement un ouvrage donc les auteurs sont Dominique Ducard et Amir Biglari. Un livre que je vous conseille, hein, qui n'est pas obligatoire dans sa lecture pour le cours, mais que vous pouvez feuilleter si vous le voyez en bibliothèque. Pour vous donner un aperçu un peu plus précis, voici les différents chapitres qui sont abordés. Alors, vous voyez, c'est assez vertigineux. Alors, tout cela, c'est de la sémantique, hein, mais vous avez, alors je ne sais plus combien, une vingtaine, peut-être un peu plus, de chapitres qui, donc, chacun vise à exposer une école sémantique ou un point de vue sémantique particulier. Alors, vous voyez, Jean-Claude Anscombre, sémantique argumentative, Marion Carrel, théorie des blocs sémantiques, Racah, sémantique des points de vue, Galatanou, sémantique des possibles argumentatifs, Métalangue, sémantique naturelle, sémantique instructionnelle pour Gilles Coll. Alors, vous avez là, dans ces premiers titres, ce sont des titres, au fond, très restreints, si vous voulez. C'est-à-dire que Marion Carrel, par exemple, ou Racah, théorie des blocs sémantiques, sémantique des points de vue, ce sont des gens qui ont développé une théorie propre à leur approche, hein, et qui, mais qui se caractérise par vraiment une approche très spécifique qui leur est personnelle. Hein. Alors que dans d'autres cas, vous voyez par exemple sémantique cognitive, là, ça n'est pas du tout l'idée, la notion de sémantique cognitive, ça n'est pas du tout l'œuvre de Michel Fortis. C'est la sémantique cognitive en général comme un grand courant de la sémantique. Hein. Sémantique référentielle, c'est la même chose. Sémantique formelle, là aussi. D'accord ? Donc, en fait, il y a un mélange. Bon, on pourrait dire la même chose de sémantique de l'énonciation, qui est donc là une approche sémantique très générale, sémantique textuelle également. Donc, vous avez un mélange, en fait, dans ces chapitres, entre des
des approches de la sémantique qui sont très très générales, comme sémantique cognitive, sémantique de l'énonciation, etc. Et puis des approches de la sémantique qui sont des théories propres à un individu précis. Hein. Vous voyez, par exemple, typiquement, la théorie des blocs sémantiques, c'est Marion Carrel qui l'a produit, et c'est tout. Et ça concerne une approche extrêmement spécifique de la sémantique. Hein. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu trompeur pour les étudiants. Tout n'est pas à mettre sur le même plan dans cette liste. Hein. Il y a quand même deux grands types d'approches, disons. Hein. Alors, ça reste de toute façon tout à fait intéressant de voir un peu aujourd'hui comment ces différents auteurs caractérisent la sémantique. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail, évidemment. On pourrait faire le cours de tout le semestre juste en... Vous voyez, par exemple, j'aurais pu concevoir ce cours de sémantique là, comme un cours où, à chaque séance, on examine les caractéristiques de telle ou telle théorie sémantique ici. Hein. On aurait pu faire ça. Mais bon, voilà, il faut faire des choix. Alors, un deuxième manuel, plus ancien, hein, mais qui a été réédité et qui est toujours diffusé parce que, bon, au fond, il témoigne, et c'est pour cette raison que je vous montre celui-ci et un autre, juste après, qui va être un peu parallèle. Il témoigne, si vous voulez, de ce qui est le plus stable dans ce qui s'enseigne en France sous le nom sémantique. Alors ça, c'est un livre de Touratier. Donc, vous avez, comme dans tous les manuels de sémantique, une partie un petit peu générale, définition liminaire. Bon, j'ai pensé à un moment, ce qui pourrait être intéressant, vous voyez, c'est de comparer toutes les introductions, là, voilà, comment les auteurs caractérisent la sémantique en général dans toutes ces introductions. Je ferai peut-être ça un jour, ça pourrait être intéressant. Et vous voyez tout de suite, il y a quelque chose d'un peu particulier, lexicologie, lexicographie. Donc ça, lexicologie, lexicographie, ça renvoie à la question des dictionnaires. La lexicologie étant l'étude un peu scientifique des dictionnaires, alors que la lexicographie, ça consiste en la fabrication des dictionnaires. Hein. Ce sont les auteurs qui créent des dictionnaires. Bon, peut-être que vous avez connu à une certaine époque Alain Ray en France, hein, qui était quelqu'un de très connu aux éditions Le Robert, qui crée des dictionnaires. Donc c'est d'ailleurs un des métiers qu'on peut faire quand on fait de la linguistique, hein, de travailler en lexicographie pour contribuer dans des équipes de grands éditeurs de dictionnaires, Larousse, Robert, etc., à fabriquer les dictionnaires. Bien. Alors, vous voyez que tout de suite, la présence de cette notion au tout début de ce livre signale quelque chose que j'ai déjà indiqué, mais qui est que, au fond, quand on s'interroge sur le sens des mots, évidemment, assez naturellement, on pense au dictionnaire. Hein. En tout cas, les personnes qui ne font pas de la linguistique, si on leur parle du sens des mots, tout de suite, ils vont penser dictionnaire. Donc, il y a bien quelque chose à penser sur l'articulation entre la sémantique et le dictionnaire. Hein. Alors, ensuite, deuxième caractéristique de ce livre, il s'inscrit dans une perspective théorique qui est celle de la sémantique structurale, avec des notions de sème, de sémème, etc. Alors, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont déjà vu ces notions. Est-ce que parmi vous, certains savent ou certaines savent ce que signifie sème, sémème? Non? Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Oui, ça se rapproche de ça. Alors, je vous l'explique quand même pour tout le monde. Ça vient de la phonologie, ça. Hein, ça vient de la phonologie. Donc, on a des tableaux de ce type-là, vous voyez, qui sont très classiques, qu'on trouve dans beaucoup de manuels, peut-être un peu moins maintenant. On essayait de faire une analyse scientifique du sens basée sur l'analyse scientifique des sons. Hein, vous voyez, on se retrouve un peu dans la situation dans laquelle était Bréal, de caractériser la sémantique à partir de la phonologie. Bon, donc on a un certain nombre de noms ici, chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, et on essaie de les caractériser dans leur signification. Et pour les caractériser, on utilise ce qu'on appelle des sèmes, donc des sortes des caractéristiques sémantiques, hein, mais qui sont
qui ne sont pas descriptifs, qui sont purement oppositionnels. Je vais préciser pourquoi. Donc vous avez pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, sur pied, avec dossier, avec bras. Hein, là, vous avez la même chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû mettre les deux parce qu'il doit y avoir une petite différence entre les deux, mais bon, on va voir ça. Donc, comment ça fonctionne? On met un plus lorsque la caractéristique est remplie et on met un moins quand ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez que pour chaise, c'est un meuble donc pour s'asseoir, matériau rigide, etc. etc. Alors, avant d'aller plus loin, juste une remarque sur le lien avec la phonologie. Vous voyez, les premiers travaux en phonologie de Jacobson, Fant et Hall sont de ce type-là. On caractérise les différents phonèmes par des plus et des moins. Vous voyez, par exemple, vocalique, non vocalique, consonantique, non consonantique. Donc, ça distingue les voyelles des consonnes. Hein, donc, on met un plus là où il y a des voyelles, un moins là où ce sont des consonnes. Nasal, oral, le nye va être nasal, mais pas les autres là. Bon, un autre tableau du même genre sur une publication un peu plus tardive de 1956, vous voyez que vous avez les sonnantes, les consonnes nasales à nouveau, vous voyez, avec le M, N, nye, hein, qui sont les nasales avec des plus. Bon, alors ces tableaux d'analyse sémantique sont calqués sur ces tableaux de phonologie. Donc le but est effectivement d'opposer les uns aux autres les différents substantifs, hein, la signification des différents noms ici, mais vraiment par des traits qui n'ont pas besoin d'être complètement descriptifs, c'est-à-dire que alors, quand on regarde de plus près ici, hein, on voit que chaque trait doit permettre de distinguer tous les autres avec avec une seule différence. Hein, il doit y avoir une seule différence. Bon, chaise a des plus partout, fauteuil, enfin sauf pour avec bras, c'est fauteuil qui a des plus partout, donc il y a la seule différence, si vous voulez, entre chaise et fauteuil, c'est le sem avec bras. Hein. Donc, ensuite, pour tabouret, on va avoir la présence du dossier, l'absence plutôt du dossier qui va donc faire la différence avec chaise, mais vous voyez, il y a une seule différence. Pour le canapé, c'est le sem pour une personne qui va être négatif. Hein. Pour avec bras, on met 0 parce que là, il y a des canapés qui ont des bras, pas de bras, c'est pas pertinent. Et puis le pouf, il n'est pas en matériau rigide, il n'est pas sur pied, il est sans dossier, etc. Alors, il y a un problème avec le pouf, c'est que, si vous voulez, quand vous regardez la colonne matériau rigide et la colonne sur pied, vous voyez que vous avez la même distribution de plus et de moins. Autrement dit, ce tableau, il est faux en réalité, on le reproduit tout le temps, mais il faut surtout l'utiliser pour montrer que là, il y a un sem en trop qui est inutile. Hein. Le sem sur pied est inutile parce qu'en fait, il faut choisir soit matériau rigide, soit sur pied, mais un seul des deux suffit à caractériser le pouf par rapport à tous les autres. Hein. Vous voyez, puisque au fond, c'est le seul à avoir ici un moins à matériau rigide ou bien un moins à sur-pied. Donc, les deux traits caractéristiques sont redondants. Hein. Alors, c'est là, cet exemple et le fait de montrer que l'un des deux est inutile permet de bien comprendre la distinction entre le principe d'une analyse structurale et une analyse qui serait descriptive. Le but n'est pas de décrire, hein, parce qu'effectivement, du point de vue descriptif, on pourrait bien dire, effectivement, le pouf, c'est pas rigide, c'est mou, sur pied, il n'a pas de pied, etc. Ça décrit hein, ce qu'est un pouf. Mais le but, là, n'est pas de décrire, il est de trouver un système où on a des éléments de sens minimaux qui vont permettre de caractériser un ensemble de mots. Hein. Alors, du point de vue du vocabulaire technique associé à cette approche donc,
qu'on appelle la sémantique structurale, sémantique structurale. On a la notion de sémantème. Donc sémantème, c'est l'ensemble des sèmes spécifiques. Bon, par exemple, dans le cas des sièges, c'est matériaux rigides pour une personne, etc. Ça, c'est l'ensemble de tous les sèmes. Le classème, c'est l'ensemble des sèmes génériques. Donc, pour s'asseoir, vous voyez, on appelle ça un sème générique parce qu'il caractérise l'ensemble de tous ces sièges. Ah oui, d'accord, c'est effectivement ça la petite différence entre le deuxième tableau et le premier, c'est qu'ici, on a ajouté siège, où effectivement, un siège, c'est l'hyperonyme, c'est-à-dire c'est le terme général dans lequel entrent tous les autres, et il se caractérise par le fait qu'il a le sème pour s'asseoir, et que tous les autres sont indifférents. Donc, on voit bien que ce terme, ce mot, ce nom, il a un statut un peu différent des autres. D'accord ? D'ailleurs, cette observation est une conséquence de l'utilisation de ce type de tableau. Ça montre un peu qu'on peut faire apparaître des propriétés, certaines propriétés sémantiques des noms. Et puis le virtuème, alors ça c'est une notion qui n'apparaît pas ici, qui est introduite par certains auteurs, ce n'est pas très courant, hein. C'est l'ensemble des sèmes virtuels, c'est-à-dire que des sèmes, des notions, des idées auxquelles sont associés généralement des noms, mais qui ne sont pas des sèmes obligatoires. Par exemple, pour se reposer dans le cas de fauteuil, effectivement, on peut se mettre dans un fauteuil pour se reposer, mais ce n'est pas une caractéristique fondamentale, ce n'est donc pas un sème spécifique c'est pas un sème spécifique de ce nom, fauteuil. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse structurale, pour caractériser un peu cette notion de sémantique structurale. Et voyez, vous avez là le système lexical, chaise, tabouret, fauteuil. C'est un des plus connus, il a été popularisé par un linguiste qui s'appelle Bernard Pottier, et la chose est souvent reproduite de manuel en manuel. Alors, cette notion de sème et les oppositions, ça va nous introduire à une notion que je vais préciser plus tard, qui est la notion de théorie de la valeur. En fait, cette idée vient de la théorie saussurienne, d'une théorie saussurienne dite théorie de la valeur, qui caractérise en fait, qui se définit par le fait que chaque élément d'un système est défini par ses oppositions avec tous les autres. Donc cette notion d'opposition qu'on a bien ici, puisque là, au fond, le sens des mots est caractérisé. Vous avez un système de noms, là, vous avez 5 noms, chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf. Ça fait un microsystème sémantique. Et puis vous avez 4 caractéristiques. Si on met de côté, si on met de côté le sème générique là, pour s'asseoir, on a oui, puisque de toute façon, il faut enlever sur pied 1, 2, 3, 4 caractéristiques pour 5 noms. Ça, c'est général. Il faut toujours n-5 sème pour n-1 sème pour n noms. Si vous avez 5 noms, vous avez besoin de 4 sèmes pour les opposer. Si vous avez 7 noms, vous avez besoin de 6 sèmes. Il y a toujours un sème en moins que les noms pour qu'il n'y ait pas de sème qui soit surnuméraire. Bon, c'est bien un système d'opposition. Vous avez un microsystème et puis des caractéristiques qui permettent d'opposer les mots les uns aux autres. Donc c'est au fond une bonne illustration de la notion de valeur, de théorie de la valeur, de sens, de conception oppositionnelle ou différentielle du sens, qui est une notion importante sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce schéma ? On a fonctionnement et utilisation du CMM. Alors, ça, je passe, ça continue à développer cette notion de sémantique structurale. Et puis ensuite, vous avez des choses qu'on va retrouver souvent dans tous les manuels de sémantique, les notions d'homonymie, synonymie, antonymie. Et puis ensuite, ici, vous avez des choses qui relient la sémantique à la syntaxe, plus ou moins, ou à la grammaire, avec sémantique du verbe, sémantique du nom et du SN, sémantique de la phrase.
Et enfin, sémantique de l'énoncé, sémantique du texte. Donc vous voyez, on retrouve un peu les paliers là qu'on a examinés, hein, sauf que nous, on n'est pas allé jusqu'à la sémantique du verbe, sémantique du nom, à l'intérieur des noms lexicaux, mais on aurait pu effectivement montrer que les propriétés, il y a effectivement des propriétés sémantiques des verbes qui sont distinctes des propriétés sémantiques des noms, hein. Ne serait-ce que les indications de temps, de mode, d'aspect. Vous savez bien que du point de vue du sens, véhiculé par les mots, les verbes se distinguent des noms. Mais pourquoi est-ce que lorsque je vous ai montré ces différents paliers de signification avec le sens du nom, le sens des mots lexicaux, le sens des mots grammaticaux, le sens des phrases, etc., c'est que cette distinction, elle n'a pas lieu d'être parce qu'en termes de compréhension, il n'y a pas une façon spécifique de comprendre les verbes par rapport à la façon de comprendre les noms, hein. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence importante à signaler. Alors, donc, je disais sémantique de l'énoncé du texte, et ensuite vous avez un passage intéressant, évidemment, il faudrait, si on le relisait, ce serait très daté, hein, sur sémantique et informatique, mais qui était original à l'époque, et puis donc des encadrés avec différentes notions. Vous retrouvez ici, vous voyez, Paul Ricoeur et la métaphore. On en a parlé un tout petit peu au sujet de la notion d'innovation sémantique, et puis des choses un petit peu historiques sur Aristote, Quintilien, Dumarsais, etc. Mais vous voyez que la métaphore joue un rôle important ici dans ces encadrés. Alors, on va comparer ce manuel avec un autre qui date à peu près de la même époque et qui a un peu les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'il est souvent réédité et utilisé par les étudiants. Initiation à la sémantique du langage. Alors, le plan est le suivant. Vous avez d'abord un ensemble de notions fondamentales, comme toujours, hein, la notion de sens, de référent, communication, etc. Une distinction entre sens référentiel et sens énonciatif, ça c'est l'idée d'introduire la notion l'idée d'énonciation. Et puis ensuite, si on passe sur les autres généralités, vous avez la description sémantique traditionnelle du mot. Donc on retrouve les dictionnaires, les notions de polysémie, hiérarchie des sens, métaphore, métonymie, synecdoque, et puis homonymie, synonymie. Donc on distingue la description traditionnelle du mot, les relations paradigmatiques de sens entre les mots. Ensuite, le sens lexical, donc on se limite aux mots lexicaux. Analyse sémique, donc ça c'est l'analyse structurale qu'on a vue tout à l'heure. Sémantique du prototype, alors ça c'est autre chose, on en parlera plus tard dans la perspective de la sémantique cognitive, des linguistiques cognitives, hein, puisque là on a affaire à des théories qui sont fondées sur de la psychologie cognitive. Ensuite, la question des combinatoires et de l'idiomaticité, ça aussi on va en parler, je l'ai un tout petit peu évoqué, si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de la compositionnalité chez Frege, et en vous disant que le problème de la compositionnalité, c'est que ça ne fonctionne pas pour les expressions figées, hein. Quand on prend en considération les expressions figées, comme on verra par exemple casser sa pipe comme exemple, c'est une expression figée, un peu vieillotte hein, quand même, mais qui signifie mourir en français, donc casser sa pipe. Je ne pense pas qu'il y ait tellement d'équivalents dans d'autres langues, mais enfin je m'avance peut-être un peu en disant cela. C'est une combinaison de mots dont on ne comprend pas le sens à partir des unités. Il faut avoir une information supplémentaire, hein. Donc c'est ce qui relève de l'idiomaticité ou de la polylexicalité, etc. Enfin bon, des problèmes de combinatoire. Le sens implicite, ça va nous renvoyer à des problématiques liées à la pragmatique, comme le sens illocutoire, mais ça c'était moins présent dans le manuel précédent. Et puis production, réglage du sens, sens et interaction. Tout cela renvoie, ces trois chapitres-là renvoient à des notions de pragmatique. Analyse du discours, évolution du sens, ça c'est la dimension diachronique qui n'était pas très présente dans le précédent.
Donc quand on compare les deux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, au fond, du point de vue des notions fondamentales, ils restent assez proches, hein, et évidemment, ils défendent un certain nombre, enfin, je veux dire, ils exposent un certain nombre de notions générales, sens, signification, la lexicographie. Bon, une remarque, c'est que dans le deuxième manuel Bellon-Mignot, il y a quand même une insistance sur la différence entre sens énonciatif et référence. Les cadres théoriques, on a vu que chez Touratier, il y a quand même une orientation vers la sémantique structurale, ce qui aujourd'hui est évidemment un peu oublié, enfin, disons que la sémantique structurale avec ses tableaux de plus et de moins, elle est un peu tombée en désuétude, hein, ça n'a pas donné des résultats très très intéressants dans le détail, et une orientation plutôt cognitive, hein, qui se voit avec la notion de prototype, chez Bellon et Mignot, mais on a vu qu'il y avait aussi cette idée d'analyse sémique chez Bellon-Mignot. On retrouve ces notions d'homonymie, polysémie, antonymie, donc ça c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans tous les manuels de sémantique, hein, la sémantique. La polysémie, voilà, c'est une des grandes questions de la sémantique, j'y reviendrai, enfin polysémie pour rappeler, hein, c'est vraiment le cas où vous avez des mots qui ont plusieurs significations, et ces significations étant reliées les unes aux autres. Hein. Et puis enfin, sur les unités de signification, il y a un travail sur le mot, enfin des chapitres sur le mot, et avec une distinction entre sémantique du nom, sémantique du verbe dans Touratier. Je ne l'ai pas détaillé, mais il y a aussi des choses sur les anaphores et la déixis dans Bellon-Mignot. Les structures idiomatiques, on a vu, et puis ensuite phrases, énoncés et textes, hein, qui sont plus ou moins distribués chez les deux auteurs. Il y a des compléments sur sémantique et diachronie chez Bellon-Mignot, sémantique informatique chez Touratier. Et puis une conclusion, alors vous voyez, souvent dans les manuels, il n'y a pas de conclusion. Hein. Vous avez une liste de notions et puis il n'y a pas de conclusion. Là, chez Bellon-Mignot, il y a quand même une conclusion qui est la suivante. Intitulé donc Considération finale, le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé, mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète, c'est-à-dire lui attribue un sens, ce qu'on appelle ordinairement comprendre. Donc vous voyez pourquoi ça m'intéresse là, c'est que le processus qui est mis en jeu lorsqu'il est question de sens, c'est bien sûr le processus psychologique de la compréhension, hein, d'où mon insistance sur le lien entre sens et compréhension. Dans ces conditions, les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie et plus précisément de la psycholinguistique, même si pour le moment, sémantique, linguistique et psychologie demeurent deux disciplines encore bien distinctes. Bon, il y a d'autres notions sur lesquelles je ne vais pas tellement développer, faute de temps, mais vous pourrez aller voir, ce sont des notions, disons, qui paraissent aux auteurs assez importantes. Simplement, je dis un mot de la critique de la métaphore du conduit, parce que c'est quelque chose d'assez connu. La métaphore du conduit, c'est l'idée que ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a vu la dernière fois avec Merleau-Ponty. La métaphore du conduit, c'est l'idée que, en fait, quand vous parlez à quelqu'un, ou quand vous comprenez, il y a une sorte de... Vous mettez du sens à l'entrée d'un conduit, et la personne à l'autre bout va récupérer le sens. C'est comme si l'information, comme s'il y avait une espèce de message comme ça qui était matérialisé d'une certaine façon, écrit sur un papier, tout ce que vous voulez, et que vous transmettiez ça par un conduit à quelqu'un qui récupère l'information. Bon. Alors, cette métaphore, elle fait partie de ce qu'on appelle la linguistique spontanée, c'est-à-dire que les théories spontanées ou naïves que les gens ont au sujet du langage reposent là-dessus, c'est-à-dire on a l'impression que c'est ça le langage. Je code quelque chose, je le transmets à quelqu'un. Mais en fait, dans la réalité, quand les linguistes observent le fonctionnement des langues, ça ne marche absolument pas comme ça. Tout simplement parce que
il y a toutes sortes de processus qui interviennent au moment de cette transmission. Il y a toutes sortes de présupposés chez l'émetteur, chez le récepteur, toutes sortes de problèmes de compréhension qui ne sont pas explicables si on adopte une métaphore de ce genre. Donc c'est une vision, si vous voulez, extrêmement simplifiée de la réalité, mais qui est très présente chez les locuteurs. Bon. Alors, maintenant, si on veut vraiment synthétiser et regarder les deux tables des matières, vous voyez, on retrouve à peu près la même chose. Hein. Il y a des choses générales au début, ensuite des éléments sur les unités significatives, donc sémantique du nom, du SN chez Touratier, et puis toute la rubrique des unités significatives là. Ensuite, toute la question de la polysémie, de l'homonymie, la question de l'analyse sémique qu'on retrouve, on l'a vu chez Bellon-Mignot et chez Touratier, tout ce qui relève de la pragmatique ici, hein, et des particularités que j'ai entourées en rouge là, qu'on trouve chez un des deux auteurs, mais pas chez l'autre. Hein. Donc la notion de sémantique du prototype qui est absente chez Touratier, la question des combinatoires aussi, et la diachronie, l'évolution du sens, hein, c'est une question importante en linguistique, hein, qui est absente, et inversement, l'aspect sémantique informatique est absent de Bellon-Mignot. Donc vous voyez, ça, ce sont la comparaison de ces deux manuels permet de faire apparaître tout ce qui n'est pas entouré en rouge ici. Ce sont des caractéristiques qu'on va trouver dans tous les manuels de sémantique. Donc ce sont des notions de base que je vais bien sûr vous expliquer et qui sont organisées, présentées de façon parfois un peu diverse, mais au fond, le contenu revient un peu au même. Donc, on a quand même deux orientations dans ces deux manuels, deux orientations théoriques, mais ça, les étudiants ne s'en rendent pas forcément compte, une orientation structurale chez un des auteurs, une orientation plus cognitive chez l'autre. On voit qu'il y a une réflexion générale sur le sens, mais quand vous regardez dans le détail, on ne prend pas du tout en compte l'hétérogénéité du concept de sens selon les unités linguistiques telles que je vous l'ai montré depuis le début de ce cours. Il n'y a presque rien sur la sémantique grammaticale, hein, sauf dans les parties chez un des deux auteurs sur la sémantique du groupe nominal avec sémantique des déterminants, des choses comme ça. Mais il n'y a pas une place visible pour sémantique grammaticale, hein, pour la sémantique grammaticale. Tout simplement parce qu'on a souvent opposé, si vous voulez, la sémantique à la grammaire. Hein. C'est-à-dire la notion de sémantique grammaticale, elle était perçue encore à cette époque-là comme relativement nouvelle. Bon, les points communs, je n'y reviens pas, on en a parlé, hein, mais toutes ces notions qui sont vues dans tous les manuels. Et puis, on remarque quand même que c'est le niveau du mot, même si dans les textes, dans les manuels, vous avez sémantique de la phrase, sémantique du texte, etc., la majorité des pages des manuels sont quand même centrées sur la sémantique du nom, du verbe, sur la sémantique donc lexicale. Alors, on a aussi, je l'ai mentionné, la prise en compte d'une différence entre les plans, disons, énonciatif, pragmatique, et le plan purement sémantique. Alors, j'en dis un tout petit mot, on aura l'occasion de reparler de pragmatique à d'autres moments, mais pour rappeler des choses que sans doute certaines et certains d'entre vous savent déjà, mais qu'est-ce que c'est que l'énonciation, le plan de l'énonciation, hein, par rapport à celui simplement, par exemple, de la phrase. Bon, quand vous considérez une phrase comme, je ne sais pas, l'ordinateur est sur la table, bon, cette phrase, elle existe en tant que phrase, même si elle n'est pas prononcée par quelqu'un,
elle existe, on peut caractériser son sens, etc. Mais elle ne va pas désigner un ordinateur précis, elle ne va pas être dite pour un moment précis, etc. C'est une phrase qui n'est pas encore utilisée en quelque sorte, une phrase un peu théorique. Hein. L'ordinateur est sur la table. Je peux l'utiliser, cette phrase, par exemple, pour illustrer dans un manuel de grammaire la notion de sujet. Hein. Voilà. Dans la phrase « l'ordinateur est sur la table », dis-moi où est le sujet. Et il faudra répondre « l'ordinateur, c'est le sujet de la phrase ». D'accord ? Ça, c'est une phrase qui n'est pas un énoncé, c'est une phrase. Un énoncé, ça va être cette phrase prononcée « l'ordinateur est sur la table » à un moment particulier, dans une circonstance particulière. Par exemple, vous êtes chez vous et puis on cherche un ordinateur, on ne sait pas où il est, et on va vous dire « l'ordinateur est sur la table ». Donc, à ce moment-là, l'ordinateur, ça va désigner un ordinateur bien précis. La table, ça va être la table qui est une table extrêmement précise dans la maison, etc., etc. Ça va être dit à un moment qu'on pourra dater, hein, à telle date précise, et là, on est passé de la phrase à l'énoncé. L'énoncé, c'est la phrase utilisée, prononcée, ou alors écrite, à un moment précis et dans une certaine situation qu'on appelle une situation d'énonciation. Alors, si vous voulez, on doit prendre en considération le sens de la phrase avant emploi, hors tout emploi, et puis d'autres paramètres qui vont intervenir lorsque la phrase est employée dans une certaine situation d'énonciation. D'où la différence entre, alors que certains font entre sens et signification. Ça, vous trouverez ça chez certains auteurs, mais avec une grande incertitude, c'est-à-dire que pour certains, on va utiliser sens pour le sens énonciatif et signification pour la phrase. Chez d'autres, ça va être l'inverse. Mais il n'y a pas du tout, si vous voulez, aujourd'hui encore, de stabilisation très nette de ces termes de sens et de signification pour caractériser soit le sens de la phrase hors emploi, soit le sens de l'énoncé, de l'énoncé ou le sens énonciatif de la phrase employée dans un certain contexte. Donc il reste un flou sur sens et signification. Bon, en général, quand même, on va parler du sens pour la référence de la phrase. Le sens est lié à la notion de phrase hors contexte et des référents virtuels qu'elle pourra avoir. Mais il y a encore une fois, on ne peut pas, on peut pas fixer les choses là sans les déformer, parce que dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, bon, pourquoi ça ne marche plus ça ? Alors là, on entre dans un autre type de manuel très particulier qui se distingue complètement des précédents, et il suffit de regarder la table des matières pour s'en rendre compte. Mais voyez que si vous regardez uniquement le titre, cours de sémantique introduction, vous avez l'impression qu'on va retrouver la même chose que dans les manuels précédents. Or, quand vous voyez la table des matières, à part le premier titre, notion de base en sémantique, vous voyez que tout le reste est très différent de ce qu'on a vu dans les manuels, dans les autres manuels. Phrases et propositions, bon, calcul et analyse en proposition, analyse propositionnelle et implicature, prédicat quantificateur, logique des prédicats, calcul et analyse, groupe nominaux et logique des prédicats. Vous voyez qu'on a une présence de la logique dans ce manuel qu'on n'avait absolument pas dans les deux autres. Donc on a bien affaire à quelque chose de différent ici. Alors sans que ce soit dit dans le titre, il s'agit d'un cours d'introduction à la sémantique, à un type spécial de sémantique qu'on appelle la sémantique formelle. Alors évidemment, comme certains des tenants de la sémantique formelle
estiment que eux font ce qui mérite d'être appelé sémantique et que ce que font les autres n'a pas beaucoup d'intérêt, ils peuvent considérer qu'en parlant de sémantique tout court, c'est la sémantique formelle. Alors évidemment, ça n'est pas tout à fait le cas, parce qu'en effet, il existe de la sémantique qui n'est pas de la sémantique formelle, et ça reste quelque chose de spécial, donc qui est donc une orientation logiciste, une sémantique basée sur la logique. Alors on a vu tout à l'heure, et on y reviendra, mais on a vu tout à l'heure avec Bellon-Mignot qu'il y avait une orientation cognitive, qui est donc une orientation liée à la psychologie, ce que disait Bellon-Mignot, la question du sens renvoie à la question de la compréhension, donc à des notions de psychologie, et c'est ça qu'on va avoir dans la linguistique cognitive et dans la sémantique cognitive. Avec Touratier, on a vu l'orientation structurale, donc une orientation basée sur la notion de système et de valeur dans un système, des microsystèmes de mots avec des oppositions entre eux. Ça va être une orientation structurale ou systémique. Et là, on a l'orientation formelle, logiciste, qui est encore différente. Alors, voyez ce que dit Corbelin. Corbelin, qui était professeur ici avant de partir à la retraite il y a quelques années, la signification, ce ne sont pas des mots. La signification, ce sont des choses, ou plus exactement, un rapport régulier aux choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? La signification, ce ne sont pas des mots. Je pense que là, il vise l'idée que dans les dictionnaires, ce sont des mots qui donnent la signification d'autres mots. Alors, ici, le terme important, ici, c'est le rapport aux choses. Vous voyez, donc, à quoi ça doit vous faire penser, normalement? À la notion de référence. Ce qui va être la base, si vous voulez, de l'analyse de la signification, ça va être la référence. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Vous vous souvenez de cette phrase qui est issue de Frege. Donc là, la signification n'a pas du tout une dimension psychologique. Elle a une dimension, on compare ce qui est dit avec ce qui existe dans le monde. Et on peut lire donc le petit passage que j'ai mis ici entre guillemets comme citation. Les mots et les phrases ont une signification qu'il est légitime de se représenter comme une fonction d'interprétation qui a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe. Elle ne varie pas d'un usage à un autre, elle est la même pour tous les locuteurs. La signification, ce ne sont pas des mots, mais des choses reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance. Mots et phrases renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. Ces propositions permettent de comprendre pourquoi connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment elle monte pour qui la tient pour vraie. La sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet d'étude. Donc, vous voyez que là, on a une caractérisation de la sémantique très nettement, enfin très clairement frégéenne, avec cette idée que c'est la référence qui va être primordiale. La référence, comment on connaît la référence des mots et des choses? Eh bien, par une convention. On vous a dit, quand vous étiez petit, ça s'appelle chaise, ça s'appelle table, ça s'appelle ordinateur. Et cette convention, vous l'avez admise et vous l'avez mémorisée. Et donc, mots et phrases renvoient en vertu d'une convention toujours au même type de choses. Donc, pourquoi mots et phrases? Parce que vous avez appris les mots et que vous les avez reliés à des choses. Et puis, grâce au principe frégéen de compositionnalité, si vous comprenez le sens des mots, vous comprenez le sens des phrases. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment sur les difficultés de compréhension du sens de la phrase dans certaines situations n'est évidemment pas du tout pris en compte ici. Et enfin, ce qu'on peut remarquer ici, c'est la notion de fonction, fonction d'interprétation. C'est donc une fonction à partir des arguments qui constituent les mots de la phrase. Par exemple, je ne sais pas moi, Pierre d'Or,
on va caractériser cette phrase, on va la noter D de X, hein, D, ouvrez la parenthèse, X, avec D c'est le prédicat dormir, hein, et puis X ça va être Pierre. D de X c'est X dort, par exemple, hein, pour vous donner un exemple concret. Donc là on a clairement une orientation formelle, logiciste. Je vous donne un exemple intéressant récent d'un très bon manuel de sémantique formelle en 2 volumes qui est accessible gratuitement à partir de cette adresse internet. Donc c'est Laurent Roussari, un spécialiste de sémantique formelle très connu et dont le cours est d'une qualité absolument remarquable. Si on veut se former à la sémantique formelle, ce livre est excellent. Pour vous donner une idée un petit peu concrète de la dimension logique, hein, voilà le genre de choses qu'on trouve dans ce manuel. Vous voyez par exemple ici la définition de la conséquence logique. On a chaque fois, donc c'est très mathématique si j'ose dire, hein, on a des définitions, des théorèmes, des axiomes, des choses comme ça. On est dans un enseignement de la sémantique qui a un caractère quand même réellement scientifique, hein. Donc, là, il y a la définition de la conséquence logique. Une phrase B est une conséquence logique d'une phrase A, si et seulement si. À chaque fois que A est vrai, alors B est vrai aussi. Donc, si vous partez de la phrase « l'objet qui est dans la boîte est une bague en or », parmi les conséquences logiques, vous allez avoir « l'objet qui est dans la boîte est en or ». Ça, c'est une conséquence logique de la première phrase, c'est évident, hein. L'objet qui est dans la boîte est une bague, hein. Oui, forcément, puisque c'est une bague en or. Donc, on a l'air de dire des évidences, hein, mais vous allez voir ensuite à quoi ça sert. Kim a embrassé Élise avec fougue, ça a pour conséquence logique que Kim a embrassé Élise, que Élise a été embrassée, que quelqu'un a embrassé Élise, que Kim a fait quelque chose. Bon, on pourrait multiplier, hein. Bob est marié, ça implique que Bob n'est pas célibataire. 12 étudiants ont eu la mention très bien. Ça implique que, il faudrait dire au moins, mais ça veut dire 3 étudiants, il y en a au moins 3 qui ont eu la mention très bien, si 12 l'ont eu, hein. Bon. Alors, je lis donc pour terminer sur ce point, et avant de faire une pause comme on le fait d'habitude, maintenant, que peut nous apprendre une conséquence logique sur le sens des phrases qu'elle relie? Nous sommes en train de faire l'hypothèse que c'est le sens des phrases qui est responsable de leur relation de conséquence. D'ailleurs, nous nous en apercevons au moins informellement par le fait que nous pouvons dire, lorsque A entraîne B, que A signifie entre autres B, sachant que bien sûr, A ne signifie pas que cela, ou encore que ce qui est dit dans B est déjà dit dans A, hein. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Si je dis l'objet qui est dans la boîte est une bague en or, j'ai bien le sentiment qu'en observant la conséquence logique, l'objet qui est dans la boîte est en or, je dis quelque chose qui était déjà dit dans la phrase précédente. Et ce qui est dit dans une phrase, c'est son contenu, la pensée qu'elle véhicule conventionnellement, c'est-à-dire très probablement son sens. Nous pouvons alors conclure que si A entraîne B, alors tout le sens de B est inclus d'une manière ou d'une autre dans le sens de A. B peut donc se présenter comme un extrait du sens de A. Donc, vous voyez comment l'analyse va se faire là. On va se servir des conséquences logiques pour analyser le sens des phrases ou des propositions. Et donc, si nous parvenons à obtenir suffisamment de conséquences logiques pour une phrase donnée, cela peut, dans certains cas, nous permettre de décomposer le sens de cette phrase en unités plus petites et plus simples. Inversement, si le sens est responsable des conséquences logiques, alors une description sémantique adéquate d'une phrase doit être en mesure de rendre compte et de prédire toutes ces conséquences logiques. Bon. Donc, je voulais juste vous montrer cet extrait pour que vous ayez un tout petit aperçu de la nature de l'analyse sémantique qui est faite dans la perspective de la sémantique formelle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à quoi vous êtes pour l'instant assez peu formé. Il faut de toute façon avoir des connaissances en logique formelle avant même de commencer. Il faut savoir ce que c'est qu'une implication, qu'une équivalence, que non A et B, A ou B, connaître l'étape de vérité, etc. Il y a un bagage logique à maîtriser avant
de commencer à faire de la sémantique logique, mais il me semble me souvenir que dans ce manuel de Roussari, les choses sont expliquées dès le début, hein, c'est-à-dire vous pouvez commencer à vous former à partir en utilisant directement le manuel, même si vous ne savez rien du tout en sémantique formelle, mais vous voyez que c'est une sémantique qui n'a rien à voir avec étudier les problèmes de polysémie. Enfin, ils vont les étudier, mais pas de la même façon qu'on les étudie dans des linguistiques qui ne sont pas dans la perspective de la sémantique formelle. Alors, dernière diapositive, vous voyez, j'ai vérifié chez Duno, récemment, on a ces manuels qui apparaissent toujours. Vous voyez, si on cherche sémantique, vous voyez, j'ai fait une recherche sémantique sur la page de cet éditeur. Ben voilà, les manuels que je vous ai présentés, bon, à part le web sémantique là, qui n'a rien à voir avec notre sujet, ben, les manuels que je vous ai présentés sont ceux qui apparaissent encore comme étant les manuels de sémantique disponibles aujourd'hui. Hein. Donc même s'ils sont anciens, ils restent influents d'une certaine façon, et en tout cas, ça vaut le coup de les observer parce qu'on voit bien, d'une part, qu'il y a des différences d'orientation théorique, mais qu'il y a aussi un très grand nombre de points communs. Voilà, on va faire une pause d'une dizaine de minutes et on prend la suite après avec les manuels internationaux, les handbooks de sémantique. Bien, alors on va reprendre. Je poursuis donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec un examen de quelques handbooks de sémantique, donc handbooks, c'est-à-dire des manuels, mais qui sont en anglais et qui, du coup, sont de diffusion internationale. Alors, on va commencer par un manuel qui est une espèce de monstre, enfin, c'est-à-dire qui est énorme, hein, vous voyez, Semantics, an International Handbook of Natural Language Meaning, donc qui fait 3 volumes, 2011, 2012, 2013, à peu près 1000 pages par volume. Donc, autant dire que c'est un peu comme une énorme encyclopédie de sémantique qui est utilisable pour examiner. Ce n'est pas du tout un livre qui se lit, un manuel qu'on peut maîtriser comme les manuels tout à l'heure. On a vu, c'était des manuels de 200 et quelques pages. Des manuels de ce genre-là, quand vous êtes en licence, vous pouvez les maîtriser entièrement, hein, avoir une maîtrise de l'ensemble du contenu. Là, c'est absolument impossible. C'est le genre de livre auquel on se réfère pour chercher un point particulier. Mais je peux quand même vous montrer tout au moins je peux vous donner une idée du contenu. Alors, vous avez dans le premier volume donc 8 grandes parties, avec une partie sur les bases, les fondations de la sémantique, l'histoire, les méthodes dans la recherche, la sémantique lexicale, la question de l'ambiguïté et du vague. On n'a pas vu pour l'instant, mais c'est une question importante dans la recherche contemporaine. Je ne vais pas avoir l'occasion d'y revenir, donc je vous en dis juste un mot. C'est cette idée qu'en sémantique, on ne peut pas considérer que l'ambiguïté, le vague, en particulier le vague, serait quelque chose d'éliminable. Hein. Il y a toujours quelque chose d'un peu vague qui est à la fois dans notre perception du monde et dans l'expression. Je suis désolé, je suis un peu... j'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire du tout, plutôt que de dire des choses aussi banales et approximatives. Mais bon, voilà, je n'aurai pas le temps d'y revenir. Il y a cette question, retenez que au moins cette question du vague dans le sens est quelque chose d'important. De l'ambiguïté, voilà. Bon, ensuite, les approches cognitives, les théories de la phrase, théorie du discours. Alors, quand on entre un peu plus dans le détail, vous voyez, là j'ai repris la table des matières, mais j'ai indiqué les différents chapitres à l'intérieur de chacune des grandes parties. Donc, on voit que là, il y a des choses très générales. Vous retrouvez, sans ces références, hein, c'est vraiment ça, on l'a vu chez Frege, une opposition absolument essentielle. La question de la référence,
la compositionnalité, hein, qui est encore une fois une notion qu'on a vue à partir de Frege, la décomposition lexicale. Bon, ensuite, l'histoire de la sémantique, l'influence de la logique sur la sémantique. Vous voyez que dans la sémantique formelle, on l'a observé, hein, avec les quelques exemples que je vous ai montrés il y a un instant. Les méthodes dans la recherche sémantique, donc les différents types de preuves qu'on a en sémantique, les méthodes dans la linguistique interlangue, hein, les méthodes formelles, les méthodes expérimentales. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en sémantique, les méthodes expérimentales, en collaboration avec les gens qui font de la psychologie cognitive. Dans la sémantique lexicale, bon, je veux juste souligner qu'ici, vous retrouvez la notion d'idiome et de colocation, c'est-à-dire tout ce qui concerne les situations dans lesquelles vous avez un sens global d'une expression qui n'est pas réductible à la simple combinatoire normale du sens des unités constituantes. L'ambiguïté et le vague. Vous voyez, par exemple, un exemple d'ambiguïté, c'est le manque de spécification sémantique, la sous-spécification sémantique. Bon, je ne sais pas, pour vous donner juste un exemple tout bête, quand quelqu'un vous dit « je reviens dans 2 minutes », est-ce que ça veut dire 2 minutes exactement ou est-ce que ça veut dire à peu près 2, entre 1 et 3 ? Donc ça, on peut dire que c'est de la sous-spécification sémantique. Les approches cognitives, alors théorie du prototype, vous voyez, la sémantique frame semantics, la sémantique des cadres conceptuels, la sémantique conceptuelle. Bon, là, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu, mais c'est surtout en master que si vous continuez la sémantique en master, vous aurez des cours sur la sémantique cognitive. Théorie de la phrase, théorie du discours. Alors, voilà pour le premier volume, il y a déjà beaucoup de choses. Dans le deuxième volume, on approfondit la sémantique des types des parties du discours, hein, sémantique de la phrase, sémantique du syntagme nominal. Hein. Noun phrase, c'est un faux ami phrase en anglais, ça veut dire syntagme, hein, parce que la phrase c'est sentence, vous savez. Donc noun phrase, ça veut dire groupe nominal ou syntagme nominal. Verb phrase, c'est pareil, syntagme nominal, groupe nominal. Sémantique des adjectifs, des adverbes, sémantique des contextes intentionnels, donc temps, mode, etc. La négation, les types de phrases, voilà, donc tout ça, ça porte. Et puis le troisième volume est beaucoup sur ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire la relation entre sémantique et phonologie, sémantique et morphologie, sémantique syntaxe, sémantique pragmatique. Hein. Et là, on retrouve des problématiques, alors évidemment, sémantique de l'intonation, hein, selon votre intonation, votre énoncé peut avoir un sens différent. Par exemple, je ne sais pas moi, tu viens, ça peut être prononcé avec une intonation de question, est-ce que tu viens ? Ah non, je ne viens pas finalement, voilà. Tu viens, ça peut être un ordre, hein. C'est les mêmes mots, mais c'est juste l'intonation qui va changer. Donc on a bien un sens qui varie en fonction de l'intonation. C'est ça, donc l'interface phonologie-sémantique. Sémantique de la morphologie dérivationnelle, ça on va l'examiner, ça c'est donc le lien entre sémantique et morphologie. C'est la façon dont les mots sont constitués, avec les préfixes, les suffixes, etc., qui va déterminer leur sens. Par exemple, donc ensuite les rapports entre syntaxe et sémantique, ça c'est bien sûr c'est évident, et puis sémantique pragmatique avec ces notions importantes. À la fois il y a 3 grands types de notions, hein, toute la question générale du contexte, les déictiques, c'est-à-dire tous les mots qui, comme tout à l'heure je vous disais, l'ordinateur, et bon, le est interprété en fonction de l'endroit enfin de la situation d'énonciation précise où on se trouve. Mais c'est encore plus évident pour des mots comme hier, aujourd'hui. Si je dis hier, maintenant, hein, donc on est quoi ? On est le 14, oui, on est le 14 novembre, c'est ça ?
Donc si je dis hier, c'est le 13 novembre. Mais si demain je dis hier, ça va être le 14 novembre. Donc le sens de hier dépend du jour, du moment où je prononce ce mot. Donc le sens du mot varie en fonction du contexte, bien sûr. Hein. Mais c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, mais ça renvoie à la notion de deixis. Présupposition et implicature, ça, ce sont toutes les conséquences, si vous voulez, là j'espère que j'aurai le temps de vous en reparler, mais c'est l'idée que, en dehors de la dimension purement sémantique, si vous voulez, de compréhension des phrases, du sens des phrases à partir du sens des unités, y compris éventuellement l'idiomaticité, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles vous mettez en œuvre tout un appareil de déduction logique, en quelque sorte, ou de déduction d'inférence, etc., qui va conduire à une certaine interprétation. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, de simples phrases qui constatent des choses ont en fait très souvent une valeur bien au-delà de la pure et simple constatation. Bon, bref, je vous donnerai des exemples plus tard. Ah oui, alors j'oubliais qu'en fait, il y a encore d'autres, dans ce troisième volume, il y a encore toutes sortes d'autres sujets sur la typologie, la diachronie, hein, donc l'étude du changement du sens avec le temps dans les langues, et puis un chapitre sur les relations avec l'informatique. Ça, vous le savez sans doute, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont choisi la spécialisation informatique. Hein, non, est-ce qu'il y en a parmi vous des étudiants qui ont choisi la spécialisation informatique? Oui. Donc voilà, donc vous savez, vous, que en fait, en master, vous avez la possibilité de faire le master linguistique informatique, où il y a beaucoup de débouchés professionnels, hein, parce que ça, c'est quand même un domaine aujourd'hui qui est en pleine expansion dans toutes sortes d'aspects. Il paraît d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau prototype fabriqué par des gens de chez Apple qui vise à remplacer les smartphones avec une sorte de pins qu'on va avoir attaché là, une sorte de petite, un petit appareil tout petit, mais muni quand même d'une caméra et d'une sorte de projecteur qui vise à remplacer les smartphones et qui projette sur la main les informations, qui permet d'entendre, etc., avec des oreillettes, sans fil évidemment. Et tout ça a été élaboré aussi avec la collaboration de linguistes spécialisés dans les rapports entre linguistique et informatique. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la traduction automatique. Un collègue me disait récemment que dans un congrès international d'informaticiens, les gens avaient une espèce de petit médaillon attaché au cou qui traduisait immédiatement à la fois la langue qu'ils parlaient dans la langue de leur interlocuteur et inversement. C'est-à-dire que maintenant, ça ce sont des prototypes, hein, mais ça va se développer et même avec un pur et simple appareil Apple, moi quand je vais en Chine et que je ne parle pas le chinois, j'utilise l'application Traduire hein, de mon téléphone et ça marche remarquablement bien. Vous dites un truc en français dans le téléphone, ça le répète en chinois et la personne comprend ce que vous voulez. Bon. Mais ce genre de dispositif va être complètement intégré à notre vie quotidienne peu à peu. Et si ce genre de choses a pu se développer, c'est non seulement grâce aux travaux d'informaticiens, mais aussi de collaboration entre des linguistes et des informaticiens. Et ça, si vous voulez, ce développement de la traduction automatique, c'est une grande chance pour le maintien des langues, hein, parce qu'il est infiniment préférable d'avoir des traductions, même si elles sont légèrement fautives parfois, mais de pouvoir parler sa propre langue, plutôt que tout le monde parle anglais, un mauvais anglais, où le producteur du message doit lui-même restreindre ce qu'il veut dire parce que de toute façon son anglais est trop mauvais pour pouvoir être précis, et puis que l'autre, à l'autre bout, il n'interprète pas très bien non plus parce que lui-même son anglais n'est pas terrible, alors que si chacun parle dans sa langue et qu'on a des traductions automatiques de bonne qualité, les langues sont préservées. Hein. Je veux dire, vous savez que dans l'Union européenne, etc., il y a des langues qui sont de moins en moins parlées, enfin, puis dans le monde entier, il y a des langues qui disparaissent. Là, la mise en place de ce genre d'outils
va être très utile. Donc ça, il y a un champ immense là sur linguistique et informatique. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les jeunes gens de votre génération dans ce domaine. Alors, un autre... donc, vous voyez, ça, c'est un manuel, bon, une espèce d'encyclopédie de la sémantique. Le jour où vous serez en master, où vous aurez un sujet spécial, si vous faites un master de linguistique, où vous avez des questions sémantiques précises à examiner, c'est toujours utile d'aller récupérer ce manuel, qui doit être dans les bibliothèques, en principe, pour regarder précisément sur le point sur lequel vous travaillez, qu'est-ce qui est dit dans ce manuel. Un autre exemple, beaucoup plus proche de ce qu'on connaît, un peu plus gros manuel, vous voyez 534 pages, mais ça reste accessible. Alors, il a la particularité, ce manuel, d'avoir été rédigé par Nick Rimmer, qui est en Australie, hein, mais qui connaît très bien la France parce qu'il est rattaché à un laboratoire d'histoire des théories linguistiques qui est à cheval sur Paris 3 et Paris 7. Et donc, ça se voit un petit peu dans son manuel. Alors, ça se voit à une chose très précise, c'est qu'il est question de la sémantique de François Rastier. Et il faut vraiment avoir eu une expérience en France pour connaître ses travaux, parce qu'au plan international, évidemment, il est très connu en France, François Rastier, mais son travail, je pense, est quand même assez peu connu en dehors de la France, d'où l'intérêt d'une présentation de sa sémantique interprétative dans un manuel en anglais. Bien, donc là, on retrouve quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a vu dans les manuels français, avec d'abord l'introduction comme d'habitude, hein, avec des notions générales, éventuellement historiques, une distinction entre externalisme et internalisme qui vient un peu de la philosophie. Ça veut dire, est-ce que le sens, il est dans le monde extérieur au sujet, ou ça c'est l'externalisme, ou est-ce que le sens, il est dans l'esprit du sujet parlant, hein? Donc ça, c'est cette opposition entre externalisme et internalisme. Ensuite, les différents courants théoriques, hein, la sémantique formelle, la sémantique cognitive, la sémantique de corpus. Meaning and conceptualization, c'est une orientation, ce sont des détails sur l'orientation cognitive, avec, à nouveau, vous retrouvez les prototypes, les catégories, ça, on en parlera plus tard de la théorie des prototypes. Langage et pensée, le sens et le contexte, là, c'est toute la dimension pragmatique, hein, sémantique et pragmatique. Donc la pragmatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'étude cette fois-ci des énoncés et des inférences à partir des énoncés. La sémantique lexicale, sémantique de... Alors vous voyez, là, il a une partie 6 avec l'approche sémantique de points particuliers, hein, sémantique des groupes nominaux, la négation, la quantification, etc., etc. Et puis des extensions sur la question de l'acquisition de la signification, les expressifs, la sémantique interprétative, et puis les processus sémantiques. Voilà. Donc ça, c'est un autre manuel, un manuel international plus proche de ceux qu'on utilise en France. Alors ensuite, je vous donne un exemple de manuel un manuel de sémantique formelle, donc, qui a été fait à Cambridge. Donc vous allez retrouver le même genre de choses qu'on avait dans le manuel de Corbelin, c'est-à-dire théorie de la référence et de la quantification, le vague. Vous voyez, cette question du vague, elle est venue de la sémantique formelle. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail, mais on a là une approche sémantique très, très spécifique qui a évidemment qui a une importance au plan international très grande, mais en France, à vrai dire, il y a très peu de gens qui travaillent, enfin assez peu de gens qui travaillent dans cette perspective. Alors, quelques remarques pour conclure sur ces points. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, première remarque, la question donc de l'hétérogénéité du sens
au sens où je l'entends depuis le début de ce cours, est occultée, à la faveur d'une part de pratiques académiques qui distinguent des plans d'analyse non confrontés entre eux, c'est-à-dire vous avez l'analyse voilà, du texte, de la phrase, du mot, du point de vue sémantique, hein, sémantique de la phrase, sémantique du mot, sémantique du texte, mais on ne se pose pas du tout la question de savoir si cette sémantique, au fond, elle est qualitativement hétérogène. Hein. On a l'impression que c'est la sémantique toujours la même, l'étude du sens, qu'on fait à différents niveaux, mais sans que l'analyse elle-même change de nature quand on change de niveau. Les distinctions qu'on trouve, c'est sur le contraste sémantique-pragmatique et un petit peu sur mots lexicaux, mots grammaticaux. J'ai déjà remarqué que le niveau du mot est privilégié. Et puis, bon, voilà, la question de l'unité entre les 4 principaux niveaux de construction du sens, le mot lexical, le mot grammatical, la phrase ou le texte, reste complètement posée. Elle n'est pas abordée par ces manuels. Alors, on peut conclure avec, en distinguant 3 grands plans d'analyse du sens. Je les ai déjà annoncés tout à l'heure. Hein. Il y a un premier plan qui est la sémantique logique, où là, on va s'intéresser au rapport entre langage et réalité. Avec cette espèce de slogan, hein, connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour qui tient la phrase pour vrai. Donc là, il y a un lien entre vérité et comment est le monde. Hein, vérité de la phrase, vérité des propositions et comment est le monde. Ensuite, la sémantique cognitive. On a vu à partir de Bellon et Mignot l'idée que là, ce n'est plus le rapport entre langage et réalité qui va être fondamental, ça va être le rapport entre le langage ou les langues, l'esprit et la réalité. L'esprit ou la cognition humaine, d'accord ? Donc là, c'est vraiment la cognition qui est au centre, alors que c'est plutôt l'ontologie, au sens des... Quand j'emploie ontologie ici, c'est dans un sens très, très précis de catégorie de la réalité en tant que telle. C'est tout le problème de savoir si les catégories que l'être humain utilise dans sa vie ou dans la science sont des catégories qui viennent de sa perception, ou est-ce que ce sont des catégories qui sont dans la réalité, dans le monde réel ? Là, évidemment, dans la perspective de la sémantique logique, on part de l'idée qu'il y a une structuration du réel, il y a le monde est structuré d'une certaine façon, il y a une ontologie, ou des ontologies. Et puis, enfin, la sémantique qu'on peut appeler linguistique, hein, on en a vu un aperçu avec le manuel, avec l'un des manuels, hein, et c'est le cas, le manuel qui introduisait la notion qui accordait beaucoup d'importance à la notion de sémantique structurale. Et là, ce sont plutôt les rapports internes entre les signes, hein, qui comptent, c'est-à-dire la dimension systémique. Alors, je vais, pour illustrer cela, vous signaler un article tout à fait intéressant sur le sujet de François Rastier, dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est un article, j'ai vérifié, le lien est valable, hein, il est toujours, vous pouvez le lire, je vous conseille sa lecture en détail, moi je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors lui, il distingue 4 plans, sémantique logique, sémantique psychologique, sémantique cognitive, sémantique linguistique. Moi je regroupe ces deux-là, hein, pour juste distinguer 3 plans. Je pense que c'est un peu artificiel de distinguer les 2 plans au niveau cognitif et psychologique, mais il a quelques raisons de le faire. Et alors, cette citation, elle est intéressante parce que ce qu'il appelle, lui, sémantique linguistique, c'est vraiment la sémantique des oppositions, la sémantique à l'origine saussurienne, enfin, disons, issue de la théorie de la valeur saussurienne et qui est basée sur les oppositions internes aux langues. Alors la sémantique logique, bon, elle est basée donc sur les liens entre logique et langage. Hein. Elle a été très importante jusqu'au 19e. Elle s'attache à juger la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle d'une sémantique vériconditionnelle, c'est-à-dire des conditions de vérité. Vériconditionnelle, c'est la sémantique des conditions de vérité. Bon, c'est la sémantique formelle, donc
elle applique aux langues des principes de description de la sémantique, des langages logiques comme le principe de compositionnalité. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'essayer de réduire cette... Vous voyez, au début de ce cours, j'ai défendu l'idée qu'on peut partir de la notion de compréhension. Mais la notion de compréhension, on peut l'appréhender d'un point de vue plutôt psychologique comme je le fais, mais on peut aussi l'appréhender d'un point de vue logique. Mais dans ce cas, ça veut dire que on va essayer de réduire cette espèce de caractère totalement insaisissable et très complexe des langues naturelles aux langues logiques. C'est-à-dire on va essayer de faire des sortes de traductions logiques des langues, d'accord, des phrases des langues. Bon, donc ça marche très bien pour toutes sortes de situations. Évidemment, ça ne va pas du tout être pertinent pour parler du sens des énoncés poétiques, etc., etc. On est d'accord, c'est une évidence. Hein. Donc il y a une forme de réductionnisme, mais c'est toujours le cas lorsque on tente des approches assez scientifiques. Hein. Donc ça, c'est cette approche formelle, c'est l'approche peut-être la plus scientifique, mais aussi la plus réductionniste. Ce qui est un peu inévitable, ce lien entre dimension scientifique et caractère et réduction. Alors, la sémantique logique a bénéficié de l'essor du positivisme logique, ça c'est un courant philosophique dont je n'ai pas le temps de parler, et souffre à présent de son discrédit. Bon, ce n'est pas tout à fait juste parce que la sémantique logique se maintient, la sémantique formelle se maintient, mais il est vrai que sa capacité descriptive est assez faible, c'est-à-dire qu'il faut des schématisations, des formules extrêmement compliquées pour des phrases toutes simples, et il y a un appareil formel extrêmement lourd. Bon, mais disons que la sémantique logique s'entretient elle-même, il y a beaucoup, au plan international encore une fois, beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets, elle se crée elle-même des problèmes qu'elle essaie de résoudre, etc. Donc ça c'est une première approche. Deuxième approche, sémantique psychologique, donc avec par exemple la théorie du prototype, qui est évoquée ici à partir du nom de Eleanor Roche. Il l'appelle ici théorie de la typicalité, mais c'est la même chose que la théorie du prototype. Hein. Et ça, je vous l'expliquerai en détail dans un autre cours. La sémantique cognitive, c'est donc une sémantique psychologique, mais la précédente également. Donc c'est pour cette raison que moi je réunis les deux sous une seule étiquette de sémantique, disons, liée à la psychologie. Alors là, Rastier a une position lui-même assez critique à l'égard de ce courant cognitif. Il cite donc Langacker qui dit la chose suivante: la sémantique linguistique doit entreprendre l'analyse structurale et la description explicite des entités abstraites comme les pensées et les concepts. Vous voyez, là, ce ne sont plus les mots qui comptent. On essaie, ce qui va se passer dans la sémantique cognitive, c'est qu'on ne va plus étudier les langues pour les langues, ou le langage pour lui-même. Ce qu'on fait en linguistique cognitive, c'est qu'on analyse les langues et les processus linguistiques pour comprendre l'esprit humain. C'est une espèce, comme disait, c'était qui c'était, je ne sais plus, un linguiste américain, une fenêtre sur l'esprit. Hein, les langues, c'est une fenêtre sur l'esprit. Quand on voit comment fonctionnent les langues, on peut remonter au fonctionnement de l'esprit humain. Donc, c'est ça que critique Rastier, qui dit la chose suivante: cela a conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui sont des impasses. La description de l'expérience mentale. Bon, on ne voit pas pourquoi ce serait une impasse, hein, mais c'est une impasse pour qui considère que le linguiste doit parler uniquement du langage et pas de l'expérience mentale. Vous voyez, c'est très fort, hein, cette citation de Langacker. Je crois que l'expérience mentale est réelle, qu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée, et qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique. Hein. Sémantique, à ce moment-là, c'est la description de l'expérience mentale.
Bon, passons sur ces détails. Ces postulats ne nous retiendront pas car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes. Vous voyez, donc il y a ici le clivage qui est en jeu, le problème et le désaccord qui est en jeu, c'est de dire que pour Rastier, si on s'intéresse à l'expérience mentale, on va s'intéresser à l'expérience mentale de l'être humain en tant qu'être humain, quelle que soit sa langue. On s'intéresse à l'être humain, qu'il soit né ici, au Pérou, où vous voulez. Bon, donc, dans ce cas, la différence des langues ne compte pas. Et au fond, à quoi servirait le linguiste? Mais ça, c'est une interprétation excessive de la posture des linguistiques cognitives. Parce que ça n'est pas parce qu'on essaie de remonter aux opérations cognitives qu'il n'y aura pas des différences cognitives entre les personnes qui parlent des langues différentes. Certes, il y a des grands processus communs à tous les êtres humains qui sont équipés génétiquement pour être capables d'acquérir des langues, à la différence des animaux non humains. Le développement de la zoosémiotique ou de l'éthologie nous a montré aujourd'hui que les animaux non humains savent très bien, savent beaucoup mieux communiquer que ce qu'on s'imaginait. C'est beaucoup plus fin, mais il est à mon avis, bon, je sais qu'il y a des collègues qui sont en désaccord avec ça, mais il est à mon avis excessif de parler de langue chez les animaux, chez les animaux non humains. Donc, seul l'être humain, à mon avis, et de l'avis de la plupart des gens quand même, est équipé génétiquement pour maîtriser vraiment ce qu'on appelle des langues et qui peuvent varier d'un peuple à l'autre. Bon. Donc il y a bien des points communs à tous les humains, c'est-à-dire ne serait-ce que ce programme génétique. Mais une fois que ce programme génétique est mis en œuvre dans une culture donnée, avec une langue donnée, l'esprit, les processus cognitifs qui sont mis en œuvre dans l'exercice de la parole peuvent être tout à fait différents entre des langues romanes, des langues sino-tibétaines, des langues de familles totalement différentes. Je ne sais pas, entre le chinois, le français, certains auteurs, je ne peux pas entrer dans le détail, mais ont montré qu'il y a des orientations cognitives un peu différentes selon qu'on parle le chinois ou le français, ou le japonais, c'est sur le japonais que les études ont été faites, sur le japonais et le français, où les gens ne pensent pas de la même façon parce qu'ils ont des langues différentes. Donc ça n'est pas parce qu'on cherche à remonter au processus cognitif qu'on va dire que tout le monde a les mêmes processus cognitifs, quelle que soit sa langue. Parce qu'évidemment, là, du coup, ça écrase un petit peu l'intérêt de l'analyse des langues. Enfin, la sémantique linguistique, alors ça c'est le point de vue évidemment que défend François Rastier lui-même, sémantique linguistique autonome, donc c'est les langues, on étudie les langues pour elles-mêmes, indépendamment des processus cognitifs et indépendamment de la réalité. Donc vous voyez, on a le premier point de vue, celui de la sémantique formelle qui s'intéresse à la réalité, le deuxième point de vue à l'esprit, au système cognitif, et le troisième point de vue, celui-ci, la sémantique linguistique autonome, qui ne s'intéresse à aucun des deux, mais uniquement au système que forment les langues. Donc, c'est l'idée qu'il y a une dimension du signe qui est autonome, du signe linguistique, et donc la signification est définie comme un rapport linguistique entre les signes, et notamment entre les signifiés, donc entre les significations. Les signifiés, certes, ont des corrélats psychiques, voire neuronaux, mais ces corrélats ne les définissent pas en tant que tels. Bon. Et là, lui, il défend cette idée d'une sémantique différentielle. On y reviendra sur la notion de différence. Et ça, c'est sa conclusion. Selon les disciplines, les diverses problématiques sont inégalement développées. En informatique et en intelligence artificielle, la sémantique formelle est la plus utilisée. Dans les recherches cognitives, la sémantique psychologique est la référence dominante. Et la sémantique référentielle reste peu connue, bien que, selon lui, elle soit utile pour traiter des corpus. Et vous voyez, il confirme ce que je disais tout à l'heure. Partant, elle n'exige pas le recours à une psychologie comme la sémantique cognitive, ni à une ontologie comme la sémantique formelle.
Donc, on aboutit à 3 types de rapports qui vont caractériser la sémantique. La sémantique logique pour les rapports langage-réalité, la sémantique psychologique et la sémantique cognitive qui vont renvoyer au rapport langage-esprit-réalité, et puis la sémantique linguistique pour les rapports internes entre les signes. On peut dire finalement qu'on a 3 genres de perspectives, la perspective plutôt orientée sur la référence pour la sémantique logique, sur le sens exprimé ou compris pour le sens exprimé pour la sémantique linguistique, donc interne, et puis le sens communiqué pour la sémantique psychologique et la sémantique cognitive. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.